Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pile à lire. J'ai l'impression que ça fait très longtemps alors que je vous ai filmé la page en déroute il y a moins d'un mois puisqu'on n'est pas encore à la fin du mois d'août. Mais je ne sais pas, j'ai de nouveau envie de filmer des piles à lire alors que je ne me suis pas du tout arrêtée dans les challenges cet été comme je le fais habituellement. C'est plutôt de bon augure pour le Pumpkin Button Challenge et le Cold Winter qui arrive, mais c'est très inhabituel. C'est pas grave, c'est même tant mieux. On va espérer que ça continue comme ça. Toujours est-il que, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du Cocorico Challenge qui est organisé par Camelot Magicadou depuis quelques années maintenant. Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième année de ce challenge, mais en tous les cas ça fait au moins 2 ans que je le fais et j'avais beaucoup apprécié le faire l'année dernière. L'objectif c'est globalement de lire de l'imaginaire francophone. Ça me permet de sortir quelques vieilleries de ma pile à lire. Cela étant dit, vous allez voir, il y a du très neuf et du très vieux dans la pile à lire que je me suis concoctée pour cette session. Et en gros, le challenge a cours du 1er septembre au 30 novembre. Le gros but du jeu, c'est de lire de l'imaginaire francophone. Vous n'êtes pas obligé de faire une pile à lire par sous-catégorie proposée, mais vous vous en doutez, j'apprécie particulièrement l'exercice de caler mes livres dans des catégories, donc je n'ai pas résisté à celle-ci. Je n'ai pas non plus résisté à mettre plusieurs livres par catégorie puisque pour chacune des 9 catégories concoctées par Camelot, j'ai choisi 2 livres et encore une fois c'était pas mal parce que ça m'a permis de mêler de l'ancien et du nouveau dans cette pile à lire et c'est toujours très chouette. Bref, vous l'aurez compris, j'ai 18 livres à vous présenter, donc on va essayer de ne pas trop traîner et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et pour la première sous-catégorie, j'ai choisi 2 vieux de la vieille de ma pile à lire, très clairement, des petites reliques qui y poirotent depuis un moment. Il y en a une un petit peu plus longtemps que l'autre, mais ça reste quand même des petites reliques, puisque pour la sous-catégorie Mélusine, les mots-clés étaient Fées, Contes et légendes et Moyen-Âge. Et pour ça, j'ai choisi un livre que je suis absolument sûre de lire, puisqu'il s'agit de l'Explora-Livre du mois de septembre, Rouge de Pascaline Lolo aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène, qui est très jolie, qui est très rouge, et qui est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Ça rentrait plutôt très bien dans cette sous-catégorie à mon sens. Je n'en sais pas grand chose de plus à part que c'est un petit peu glauque et assez dérangeant par certains aspects et qu'il me semble qu'on va traiter de violence à caractère sexuel si je ne dis pas de bêtises. Donc ça promet un sujet quand même assez lourd mais très intéressant. J'ai entendu d'excellents retours sur ce livre. L'autrice en parlait très bien quand je me le suis procuré, c'est-à-dire aux Imaginales de 2021 et m'avait donné très envie à l'époque, mais je pense que je suis un petit peu réticente à m'y plonger parce que il me fait un peu peur tout simplement. L'Explora-Livre de septembre sera l'occasion de le sortir de ma pile à lire et de valider dans tous les cas cette catégorie du Cocorico Challenge. Mais je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin et j'ai choisi un autre livre qui, comme je le disais, poirote dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Murmure de l'océan, le 2e tome des Gardiens d'Ulganrin de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche, que pour le coup je me suis procuré au festival de Brive en 2022, donc ça va faire quasiment 1 an. C'était en novembre, donc ça va. Ça fait pas tout à fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. C'est pas vraiment une relique, mais j'ai l'impression qu'il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et il faut que je le sorte. Et je pense que si je ne le sors pas cette année, ça risque d'être très compliqué de me motiver à le sortir par la suite. J'ai lu Rose éternelle en début d'année. J'en avais parlé à l'occasion de mon bilan Attrapez-les tous, etc. Ça avait pas été une grande réussite, même s'il y avait quelques points intéressants à mon sens. Et je sais que Émilie de la Bibliothèque d'Emilia a beaucoup aimé ce tome-ci. Donc j'ai bon espoir quand même qu'il sache me convaincre davantage que Rose éternelle. Et encore une fois, il faudrait que je le lise assez vite. Idéalement en septembre parce que ça fait quand même très été et que je pense que octobre-novembre ce sera pas trop le mood pour celui-ci. Mais écoutez, on va croiser les doigts. J'espère vraiment vous en reparler très prochainement. Et je ne l'ai pas du tout précisé, mais c'est une réécriture de La Petite Sirène. La Rose éternelle était une réécriture de La Belle et la Bête. Ça rentre donc pour moi dans la catégorie contes et légendes. Ensuite, pour la sous-catégorie Dame Blanche, les mots-clés étaient classique, horreur, fantastique, macabre et gothique. Et je me suis largement penchée sur le mot-clé macabre
puisque j'ai choisi deux lectures qui ont trait à la mort. Finalement, ça va être très joyeux, mais parfaitement de saison pour cet automne, j'ai envie de vous dire. Le premier, c'est une acquisition extrêmement récente, et c'est Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride, qui est une réédition des Moutons électriques, qui est paru juste là, fin août. C'est un livre qui était dans leur catalogue depuis quelques temps, mais sous un autre format, et celui-ci est, ma foi, très joli. Lucie l'avait présenté il y a quelques mois maintenant à l'occasion de ses lectures et m'avait donné très envie de le découvrir. C'est une réécriture du mythe d'Eurydice, qui est la femme, ou en tout cas la compagne d'Orphée, qui essaye de sauver des enfers quand elle est morte, sauf qu'il se retourne à la toute fin, alors que les termes du marché avec Hadès c'était qu'il ne la regarde pas avant la sortie, et bien évidemment elle se retrouve repropulsée aux enfers, et on va la suivre à partir de ce moment-là, je crois, et en tout cas dans toutes les implications de cet échec. C'est une réécriture résolument féministe, ça avait l'air extrêmement chouette, c'est complètement illustré, et l'objet livre a ma foi l'air très joli, donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va se lire assez vite puisque c'est un tout petit format, et ce serait l'occasion de le sortir rapidement de ma bibliothèque. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, toujours pour le mot-clé macabre, est une lecture commune qu'on va probablement faire avec Lucie, peut-être Juliette, je ne sais pas encore, et qui pareil a trait à la mort, puisque j'ai très envie de lire Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël, qui est absolument magnifique, que je me suis procuré il y a très peu de temps également. Contrairement à la première sous-catégorie, celle-ci je sors des achats beaucoup plus récents, et qui a trait à la mort, je crois, puisqu'on va retrouver deux sœurs qui s'étaient un petit peu perdues de vue, mais renouent à l'occasion du décès de leur mère, si je ne dis pas de bêtises. Il est question manifestement de fantômes, je n'en sais pas grand chose de plus, j'ai vu énormément d'excellents retours, et je pense que ce sera une lecture absolument parfaite pour cet automne, j'ai très hâte. Ensuite, pour la sous-catégorie Simone Weil avec un W, il est question d'engagement, de philosophie, de dystopie et ou d'utopie, et je me suis largement concentrée sur le mot-clé engagement, et j'ai choisi une lecture qui poireaute depuis un moment et une lecture qui est arrivée très récemment sur mes étagères, comme ça, pas de jaloux. Pour l'instant, on est sur une égalité parfaite entre l'ancien et le nouveau. La première que j'ai sélectionnée, qui va se lire très vite et qui va être, je pense, très chouette, est l'arrivée la plus récente des deux, Médusa, le troisième tome de l'autre côté du mythe de Flora Boukri aux éditions Gulfstream, qui est absolument magnifique, qui est une réécriture du mythe de Méduse, résolument féministe, et de toute façon c'est un mythe qui a pas mal d'implications en la matière. En termes d'engagement, je trouvais que ça collait pas mal, il me fait très envie. J'ai beaucoup apprécié les deux premiers, mais qui avaient trait à des mythes qui me touchaient un petit peu moins. Je sais que j'ai une appétence et une affection particulière pour le mythe de Méduse, donc j'ai très hâte de lire cette réécriture, et il est tout petit, il va se lire très vite, je vous en reparle très rapidement. Le deuxième, beaucoup moins récent, que j'ai choisi n'est autre que Féline de Stéphane Servant aux éditions Rouergue, que m'avait envoyé Juliette à l'occasion de notre swap de décembre l'année dernière. Pareil, ça va faire presque un an qu'il porte sur mes étagères, et il est grand temps que je l'en sorte. Ici, il est question de femmes qui se changent en félines, et de toutes les implications que ça va avoir sociétalement, il me semble. On a lu en début d'année Sirius avec Explora Livre, qui avait été une lecture assez mitigée, mais j'ai eu beaucoup d'excellents retours sur ce roman en particulier, et il m'intrigue énormément. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Pareil, en termes d'engagement, je trouvais que l'aspect féministe pouvait très bien coller. J'espère vous en reparler très bien. Ensuite, pour la sous-catégorie Chevalier Déon, les mots-clés étaient espionnage, historique et complot. Encore une fois, j'ai choisi deux titres qui sont plutôt anciens dans ma pile à lire pour le coup. Le premier n'est autre que Montès de Isabelle Botian, qui est plus ou moins le troisième volume de la saga des Rhéteurs, même si c'est des tomes compagnons. Ça me permettrait d'ailleurs de finir une saga, puisqu'il me semble que c'est le dernier tome. C'est publié chez ActuSF. J'avais beaucoup apprécié le premier Anastérie et absolument adoré le second Grishmer. J'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et pareil, il date un petit peu, je ne sais plus à quel imaginal je me l'étais procuré, mais il me semble que c'est l'année dernière, donc pour le coup, ça fait un peu plus d'un an qu'il est dans ma pile à lire. Il est grand temps qu'il en sorte. On est typiquement dans les complots, je crois, en tout cas c'était déjà le cas dans les deux premiers volumes, et de ce que je me rappelle du résumé que j'ai parcouru en diagonale, c'était un petit peu ça qu'il ressortait.
J'ai très hâte de le lire encore une fois. C'est une bonne bricasse pour le coup, mais Isabelle Botian, ça se lit très bien. Et encore une fois, j'espère vous en reparler très rapidement. Le deuxième pour le coup, c'est une bonne vieille relique de ma pile à lire que je vous avais présentée dans la vidéo dédiée. Sous les sabots des dieux, le premier tome de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, qui... pareil, est dans ma pile à lire depuis Les Imaginales, mais de 2021, il me semble, pour le coup. En tout cas, ça fait bien plus d'un an, voire deux, qu'il traîne dans mes étagères et qu'il faut que je l'en sorte. Je sais que Juliette l'a lu et ne l'a pas franchement apprécié, mais à cause de l'héroïne principale, il me semble. Personnellement, j'avais absolument adoré le premier roman de l'autrice, La fille qui tressait les nuages. Un petit peu moins apprécié Les chaînes du silence que j'ai lu plus récemment et que je n'ai pas totalement compris. Je suis donc très intriguée par celui-ci, voir un petit peu ce que ça donne, d'autant qu'il s'agit d'un premier tome alors que les précédents étaient des one-shots. Il fait un tout petit peu plus de 300 pages, donc pour le coup il devrait se lire assez vite. En tout cas, le style de l'autrice est plutôt fluide. Encore une fois, j'ai bon espoir de pouvoir le sortir pour ce challenge. C'est le but en tout cas. Et je l'ai choisi pour cette sous-catégorie puisqu'il est question de la Corée au 7e siècle, donc typiquement historique, et de magouilles politiques et de complots et de religion et de comment tout ça s'intrigue. Je trouve que ça marchait plutôt très bien pour cette sous-catégorie. Ensuite, pour la sous-catégorie Cyrano de Bergerac, les mots-clés étaient voyage, science-fiction, alchimie et lune. Encore une fois, j'ai choisi deux livres. Encore une fois, il y a un neuf et un vieux. Et le vieux est assez vieux. Et Afrofuturisme, l'anthologie des Imaginales de 2022. L'avenir change de visage aux éditions Mnemos, dirigée par Stéphanie Nico, qui m'intrigue depuis que je me la suis procurée. J'avais absolument adoré l'anthologie Frontières des Imaginales 2021. Et j'étais très curieuse de lire celle-ci, d'autant que l'afrofuturisme m'intrigue pas mal, que la liste des auteuristes est plutôt très prometteuse. Et voilà, c'est de la science-fiction, il y a des petites lignes à foison, c'est un recueil de nouvelles dans lequel j'espère pas mal voyager. Et en tout cas, il collait à mon sens très bien encore une fois pour cette sous-catégorie et je pense que ça peut être un petit recueil à picorer tranquillement tout le long de ce challenge. Le deuxième, une acquisition beaucoup plus récente mais également en salon, comme une grosse partie de cette pile à lire, vous l'aurez compris. En même temps, pour les lectures francophones, c'est toujours sympathique de se les procurer à l'occasion de rencontres des auteurs. J'ai donc choisi Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek, qui est publié au livre de poche pour ce format, qui a priori est de la science-fiction dans un univers d'inspiration asiatique, si je ne dis pas de bêtises. Je sais que Lucie l'a lu très récemment pour la sélection du prix des lecteurs du livre de poche, qu'elle l'a plutôt beaucoup apprécié. Il m'intrigue énormément depuis très longtemps. Je l'ai vu pas mal passer avec des avis assez élogieux. J'espère qu'il me plaira. Encore une fois, j'ai très hâte de vous en reparler et j'espère que ce challenge sera l'occasion. Pour l'avant-dernière sous-catégorie, Joséphine Baker, les mots-clés étaient résistance, guerre, année folle et art. Et je me suis concentrée, mais très largement sur le mot-clé guerre, puisque je n'avais absolument rien d'autre pour les autres propositions. Et encore une fois, pour le coup, ce sont des livres très récemment arrivés dans ma bibliothèque. Le premier n'est autre que Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger aux éditions Argile, qui m'intrigue depuis très longtemment. Je sais que Camelot Magicadou l'a beaucoup apprécié. Lucie et Juliette l'ont lu il y a quelques temps en lecture commune et ça n'a pas été une grande réussite, donc je ne sais pas du tout où me situer, mais j'ai bon espoir de l'apprécier quand même. Je suis très optimiste pour cette lecture. Il est assez court, comme beaucoup des parutions d'Argile qui se lisent globalement assez bien et qui sont de toute façon toujours des découvertes très intéressantes. Donc je suis très intriguée, vous l'aurez compris. Il est question de guerre dans ce récit, de, encore une fois, ce dont je me souviens du résumé que j'ai parcouru en diagonale puisque je ne veux pas trop en savoir. Ça me paraissait coller pas mal à cette sous-catégorie. En plus, il y a une lance, etc. Bref, ça m'a l'air de rentrer. Encore une fois, j'espère bien le sortir pour ce challenge. Ce serait très chouette et je vous en reparle quand ce sera fait. Le deuxième m'a pour le coup été largement vendu et extrêmement bien par Lucie, mais de toute façon, ça faisait un moment que j'avais l'œil dessus. Il s'agit du premier tome de Pallas, Dans le ventre de Troie, de Marine Carteron aux éditions Rouergue, qui est absolument magnifique. Je crois que le tome 2 est à paraître très bientôt cet automne, il me semble, donc si je peux le lire avant, ce serait très chouette. Et ici, on est dans ce qui précède, il me semble, la guerre de Troie. Donc je trouve que ça marche pas mal en termes de mots-clés guerre. C'est pareil, sur la couverture, on est quand même pas mal là-dedans, ou en tout cas dans les arts guerriers, donc
ça peut passer, même si ce sera peut-être un petit peu plus politique que guerre à proprement parler, je ne sais pas, on va voir. Toujours est-il qu'il a l'air absolument génial, qu'il m'intrigue beaucoup et que j'ai très hâte de me plonger dedans. Et vous l'aurez remarqué, il y a quand même pas mal de réécriture, de mythologie, de contes, de choses comme ça dans cette pile à lire. En même temps, j'ai envie de vous dire, on ne se refait pas. Et la dernière sous-catégorie, celle qui m'a donné probablement le plus de fil à retordre parce que j'étais assez peu inspirée et j'avais assez peu de livres qui rentraient dans cette sous-catégorie. Pour Evelyne Delia, les mots-clés étaient nature, écologie, météo. Et j'ai fait plus ou moins un petit filoutage, mais on va se dire que ça passe. Et c'est encore 2 très vieux livres de ma pile à lire que j'ai sélectionnés pour cette dernière catégorie. Je vous dis, je pense qu'on est à peu près moite-moite entre le vieux et le nouveau. C'est plutôt pas mal, ça va me permettre de brasser pas mal de choses dans ma pile à lire, ce qui est toujours très chouette, je trouve. Le premier que j'ai sélectionné, qui n'est pas encore une relique de ma pile à lire, parce que je l'ai acheté, il me semble, aux Imaginales 2022, mais ça fait quand même plus d'1 an qu'il y est, et c'est Un éclat de givre de Estelle Faye aux éditions ActuSF, dans une très jolie édition, qui est a priori le premier tome d'une duologie. Je sais que Lucie a lu le 2e tome il y a quelques mois et qu'elle n'a pas franchement apprécié. J'espère que ce premier tome saura davantage me convaincre. Il me semble que c'est du post-apo et qu'il est question de météo ou de tempête. En tout cas, Un éclat de givre, je trouvais que ça pouvait se rapporter à la météo et fonctionnait pas trop mal pour cette sous-catégorie, mais c'est pas franchement l'association dont je suis le plus fière. Cela étant dit, c'est une bonne excuse pour sortir ce livre qui attend depuis un moment. Et le dernier livre de cette vidéo est probablement l'association la plus foireuse de cette pile à lire. J'ai choisi Cendre de Johanna Marines aux éditions Snag pour le mot-clé météo encore une fois. Et c'est un petit peu capillotracté comme association d'idées, vous en conviendrez, mais globalement, pas dans le résumé qui est sur cette 4e de couverture, mais sur un résumé que je trouvais sur Booknode, il est question de Cendre qui est vraiment très importante dans ce Londres de 1888. Je me suis dit que ça pouvait un petit peu rentrer dans la météo et dans une espèce de tempête de cendres. C'est très léger, on est d'accord, mais encore une fois, ça fait très longtemps que ce livre attend, puisque pour le coup, il date des Imaginales de 2021 et c'est une authentique relique de ma pile à lire qu'il faut que je sorte avant la fin de l'année. L'occasion fait le larron et de toute façon, je n'avais absolument rien d'autre qui collait mieux que ça. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à lire du Cocorico Challenge. Contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo, il y avait 7 sous-catégories et pas 9, et donc 14 livres au total, ce qui, sur les 3 mois du challenge, me semble tout à fait raisonnable. Ça fait un petit peu moins de 5 livres par mois, et ça devrait pas trop mal s'associer à mon Pumpkin Autumn Challenge notamment. Je vous ferai la pile à lire de celui-ci dès que les catégories seront connues. Je frétille d'impatience, et j'ai très hâte de rassembler ces 2 challenges, et de passer un petit automne cosy, macabre et francophone, ma foi. Ça va en plus, comme je le disais, me permettre de sortir du neuf et du vieux. C'est un petit peu les mots d'ordre de cette vidéo. J'en suis absolument ravie. J'ai très hâte de faire toutes ces lectures. J'espère mieux me débrouiller pour ce challenge que pour les précédents où j'ai un petit peu magouillé dans mes piles à lire. C'est aussi le jeu, j'ai envie de vous dire. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres tomes des séries que j'ai présentées, parce que il y en a encore pas mal à poursuivre et ou à commencer. N'hésitez pas également à me dire si vous participez au Cocorico Challenge et si vous avez partagé votre pal pour celui-ci, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou autre. Je suis toujours très curieuse de voir vos sélections, souvent ça donne de bonnes idées et ça me permet de changer pour certaines catégories où finalement je ne suis plus si inspirée que ça. On verra encore une fois ce que ça donne pour le bilan fin novembre. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.